Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que s'adresse ma question. Est-ce que vous auriez la gentillesse de partager avec nous ce que vous avez retenu de l'intervention du Président de la République hier soir et ce que vous en avez déduit pour conduire l'action du gouvernement? Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Rossignol, le Président de la République agit conformément à la Constitution, notamment dans ce qu'on appelle son domaine régalien sur les questions internationales ou les questions de défense. Dans les initiatives qu'il a prises dans ses relations avec les États-Unis, avec la Russie, dans la coalition des volontaires qui s'est efforcée de réunir pour obtenir la paix en Ukraine, dans l'action qui conduit au nom de la France dans le drame de Gaza, il fallait évidemment, comme il doit le faire à période régulière, qu'il rende des comptes aux Français. Mais lors de son intervention d'hier, il a voulu aussi articuler cette action avec l'action de politique intérieure qui est conduite par le gouvernement. Car il n'est pas de grande puissance qui n'ait pas aussi des finances saines, une économie durable, une jeunesse éduquée. Et il n'est pas de politique intérieure qui fonctionne si elle ne s'appuie pas sur un message puissant et sur des valeurs qui défendent celles de la République, qui ont fondé notre pays. Et si je lis dans vos yeux quelque ironie que j'attache au fait que vous soyez dans l'opposition au président de la République, je suis persuadé, en ma qualité de ministre des Relations avec le Parlement, que nous pouvons partager un certain nombre des orientations qui ont été données hier soir, que ce soit sur le domaine de la sécurité des Français, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la protection de nos enfants, de la protection face aux écrans, que ce soit dans l'organisation territoriale de notre pays. Et même si nous appartenons à l'opposition ou à une alliance majoritaire qui participe au gouvernement, ce qui est ressorti hier soir de cette émission, c'est que le président de la République avait une vision pour notre pays, qu'on peut ou non partager, mais que néanmoins, il avait des valeurs dont je suis sûr que nous les partageons. Il faut conclure. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous aider, je vais compléter un peu ce que moi j'ai entendu et ce que beaucoup de Français ont entendu. À propos d'ArcelorMittal, le président de la République a déclaré, je cite, qu'il ne veut pas bloquer les entreprises qui veulent ajuster les choses. Alors, les choses, ça s'appelle des salariés. Ce sont des gens qui n'ont que leur travail pour faire vivre leur famille. Et les ajustements, en l'espèce, c'est 600 licenciements. Peut-être le président de la République pourra ajuster un peu son vocabulaire. La deuxième chose à ce propos, je voudrais relever une incohérence. Comment peut-on tout à la fois prétendre vouloir assurer la souveraineté en matière de défense de la France et de l'Europe et en même temps refuser les nationalisations temporaires et laisser filer l'industrie de l'acier indispensable à l'armement? C'est le premier sujet. Le deuxième sujet que j'ai entendu également concerne la volonté du président de la République de faire peser le financement de la protection sociale sur la consommation. Alors là, je vais traduire. En langage courant, ça s'appelle la TVA sociale. La TVA sociale, c'est juste une augmentation de la TVA qui consiste à faire payer par les couches populaires et les classes moyennes leurs achats afin de payer les cadeaux fiscaux que vous avez accordés au CAC 40, aux actionnaires et aux rentiers. Troisième point, au numéro d'autosatisfaction sur le chômage. Alors en Ile-de-France, le chômage des jeunes, il faudrait le dire au président, a augmenté de 28% au cours du dernier trimestre, 28%. Et en même temps, vos réformes de l'indemnisation du chômage font que beaucoup d'entre eux ne touchent plus aucun revenu. Alors, à toutes ces indications que le président de la République a données, je vais vous dire très solennellement, Monsieur le Premier ministre, les socialistes s'opposeront avec fermeté, détermination et avec tous les moyens que le Parlement nous donne pour le faire. Monsieur le ministre, mes premiers mots iront pour les Néo-Calédoniens qui, depuis maintenant une année, jour pour jour, vivent dans une crise politique terrible et assez grave. Dire également que depuis un an, il y a eu, je rappelle, 14 morts, dont des gendarmes, 2 milliards de dégâts, des semaines d'émeutes, une économie au bord du chaos, une jeunesse désœuvrée, des populations inquiètes, des ingérences étrangères, une image dégradée de la France dans l'Indo-Pacifique. Telle est la situation que vit depuis un an
nos concitoyens. Monsieur le ministre, le 30 avril dernier, vous indiquiez que c'était l'accord ou le chaos. D'accord, il n'y a pas eu. Alors, monsieur le ministre, j'ai deux questions. La première, quels étaient vos objectifs avec votre proposition d'État associé? Je crois que c'est important de le dire devant la représentation nationale. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre et vous-même, le gouvernement, avez des propositions concrètes pour sortir de la crise, puisque je le redis encore une fois, je crois que nos concitoyens ne peuvent pas attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour sortir de cette crise qui, aujourd'hui, met à mal la population de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Rachid Temal, vous avez très justement décrit la situation de la Nouvelle-Calédonie. Et depuis un an, et pour ce qui me concerne depuis des mois, nous engageons pour aider d'abord au redressement de la Nouvelle-Calédonie. Cela représente 3 milliards d'euros pour la seule année 2024. Nous allons continuer dans ce sens avec évidemment les indispensables réformes économiques et fiscales de ce territoire. Et par ailleurs, nous assurons, sous l'autorité du haut-commissaire, avec les moyens du ministère de l'Intérieur, la sécurité de tous les Calédoniens. Ils la méritent. Chacun a droit à la protection de l'État en Nouvelle-Calédonie. Et cet effort va être poursuivi. Bien évidemment, il fallait aussi renouer avec le dialogue entre les différents partenaires politiques et à la demande du Premier ministre, que je remercie pour la confiance qu'il m'accorde. J'ai d'abord voulu recréer les conditions d'un dialogue indispensable pour reconstruire un projet commun. Et notre méthode a permis que tous les partenaires, tous, se retrouvent autour de la même table pour négocier, pas seulement discuter, ce qui était impensable il y a quelques mois. Car les fractures sont profondes après le traumatisme du 13 mai et les inacceptables violences qui ont, vous l'avez rappelé, de nouveau fait couler le sang. Et la rupture de confiance, vous le savez, trouve cependant son origine dans une histoire ancienne qu'il nous faut regarder en face. Et tant que nous n'aurons pas réglé la fin du processus de décolonisation et l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple kanak, nous n'aurons pas les conditions du dialogue et de la paix civile. Nous avons proposé, et j'ai proposé, une voie, sans prononcer d'ailleurs de formule particulière, qui concilie l'aspiration d'un maintien d'un lien fort avec la France et l'achèvement du processus de décolonisation. Ce dialogue va se poursuivre. C'est ça qui est l'essentiel, avec l'État et entre les partenaires politiques. Et avec le soutien, et je n'en doute pas, du Sénat, et je serai dans quelques jours devant le groupe de contact Nouvelle-Calédonie sous la présidence du président Gérard Larcher, sur l'avenir du territoire, pour donner encore un maximum d'informations et d'explications. Je pense que ce dialogue peut être fructueux dans les jours et dans les semaines qui viennent. Conclure. Jean-Marie Djebaou, Jacques Lafleur, Michel Rocard ou Lionel Jospin, j'ai beaucoup pensé à eux ces derniers temps, sans aucune nostalgie, mais parce qu'au nom d'une certaine idée de la responsabilité, ils indiquent le chemin qu'il faut entreprendre. Monsieur le ministre d'État, que dire? Vous n'avez pas développé votre projet, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger au moment du groupe de contact. Mais quand même, je crois qu'il faut se dire deux, trois choses. Vous avez cité Michel Rocard et Lionel Jospin. Mais alors, l'État était impartial. L'État apportait de la sérénité. Aujourd'hui, à lire les gazettes, mais j'espère que ce sera démenti rapidement, on a cru comprendre qu'il y avait des options différentes au sein du gouvernement, et même dans l'exécutif. Je crois que c'est une mauvaise chose, et je vous invite rapidement, certes dans le groupe comptable, mais je crois qu'il sera important, Monsieur le Premier ministre, que nous ayons un débat en séance publique sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce que nous savons bien que devant nous, il y a plusieurs sujets, notamment le corps électoral. Il y aura la question des élections provinciales. Et quand je lis et quand j'entends notamment des propos de la présidente de la province du Sud, permettez-moi de m'inquiéter très largement de la suite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Je vais me référer au général de Gaulle à propos du président Albert Lebrun. Comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef, qu'il y eût un État. Qu'avons-nous vu hier soir? Il n'y a plus de chef. Et où est passé l'État? Le chef d'abord. Emmanuel Macron n'a plus les moyens politiques de ses révolutions. Sa virtuosité est désormais stérile. Le patron est devenu chroniqueur. Il ne lui reste que le commentaire et la justification de ses 96 mois à l'Élysée. Où est passée sa vision pour le pays?
Chacun peut d'ailleurs ressentir la gêne de voir le président de la République ratifier les unes après les autres les propositions du maire de Béziers. L'État ensuite. Que reste-t-il de l'État régalien quand on transfère des compétences de police autant par incapacité à faire que par volonté de décentraliser? Que reste-t-il de l'État régalien quand nous en sommes à imaginer louer à l'étranger des places de prison? Le président a dit hier soir: quand le Parlement légifère, c'est difficile de l'arrêter. Que reste-t-il de la Ve République elle-même quand le gouvernement en est réduit à scruter les propositions de loi pour déterminer et conduire la politique de la nation? En sommes-nous vraiment arrivés là? Un pays endetté, un président sans ressort, des services publics en carafe et des référendums sans sujet et sans calendrier. Chacun voit que nous sommes dans l'ornière. Comment et quand comptez-vous nous en sortir? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Durin, il y a un chef, c'est le Président de la République, c'est le seul Français qui a été élu par tous les Français. Et il tire de ceci sa légitimité. Et il y a un État, certes, dans une situation particulière, inédite, à l'Assemblée nationale en particulier, au Parlement au sens large, mais l'autorité du Premier ministre, avec un gouvernement qui rassemble plusieurs forces politiques qui ont accepté de travailler ensemble, permettent à l'État, bien que cette situation soit inédite, d'avancer. Je vous rappelle qu'après les textes budgétaires que vous avez très largement contribué à voter ici au Sénat, nous avons pu avancer sur des textes agricoles pour tenir la parole qui avait été donnée à nos agriculteurs. Nous avons avancé sur quasiment tous les textes des collectivités locales. Il y en a encore deux que j'ai à l'esprit et que je cite ici, le statut de l'élu et Trace. Nous avançons sur les lois sociétales. Nous aurons une navette sur l'énergie. Certes, la situation est difficile et pourtant, ce Parlement, il tourne. Vous avez attiré notre attention sur le régalien. Je veux vous rappeler qu'en 4 mois, nous avons pu voter la loi sur le narcotrafic, dont vous étiez un des inspirateurs. Et je salue le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, avec le sénateur Étienne Blanc. Nous avons hier, avec le ministre d'État, garde des Sceaux, fait voter la loi sur la justice des mineurs. Et il y a plusieurs propositions de loi, souvent émanant du Sénat, qui nous permettront d'avancer également sur des sujets sportifs, culturels et régaliens. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme et l'éloignement des étrangers dangereux. Donc vous le voyez, je crois que votre question, si elle est brillamment formulée, ne correspond qu'impartialement à la réalité. Monsieur le ministre, c'est moins une question qu'une inquiétude. Vous connaissez la responsabilité gouvernementale des socialistes. Nous ne censurons pas à la légère. Nous prêtons nos voix à des textes qu'ils méritent. Mais encore faut-il qu'il ait une vision. Où est-elle? Encore faut-il qu'il y ait un arbitre. Qui est-il? Encore faut-il qu'il vienne un sursaut. Nous ne le voyons pas venir.